Afrique de l'Ouest, visite de Ouattara en France, grand défenseur de la France-Afrique, nous nous interrogeons. Afrique de l'Ouest, visite de Ouattara en France, grand défenseur de la France-Afrique, c'est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. C'est la chaîne de télévision des panafricanistes, des nationalistes, des patriotes et de tous les Africains qui aspirent justement à voir une Afrique libre et surtout souveraine. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Après une visite de 3 jours à Paris, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est revenu sur le continent africain. On nous fait savoir que ce séjour a permis de réactualiser l'accord de défense et de sécurité entre la Côte d'Ivoire avec la France. Il a été aussi l'occasion de resserrer les liens d'amitié entre les deux pays et d'obtenir des soutiens économiques. Ça, c'est ce qui s'est dit officiellement. Mais que cache réellement la visite d'Alassane Dramane Ouattara en France? Depuis la nuit des temps, les problèmes de la sous-région Afrique de l'Ouest sont venus de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, et ça, c'est un secret de polichinelle. À cette époque, 2 France-Africains font la loi. Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire et Léopold Sédar Senghor pour le Sénégal. La France, qui perd la face dans cette région, ne peut que s'appuyer sur celui qu'ils ont installé au pouvoir en massacrant les Ivoiriens et en bombardant le palais présidentiel en Mondovision. La France a donc mis les petits plats dans les grands pour accueillir Alassane Dramane Ouattara et effacer une décennie de brouille et d'incompréhension, selon eux, avec Laurent Gbagbo qui voulait l'indépendance et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Tout ce faste, cela me rappelle la visite d'État d'Houphouët à Paris, fait remarquer un vieux routier de la politique ivoirienne, une confession sanglante. Alassane Ouattara a atteint donc ses objectifs, ce qui conforte dans leur certitude ceux qui considèrent Ouattara comme l'obligé de l'ex-puissance coloniale. L'homme n'a pas oublié de remercier tout particulièrement son ami Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy, à qui il doit son fauteuil présidentiel et pour l'intervention militaire d'avril dernier. Oui, on va pas oublier que Sarkozy est toujours le conseiller d'Alassane Dramane Ouattara et que lors de la dernière prise de pouvoir, il était également invité, lui et toute sa famille. Les soldats français, du fait de son insistance, continueront à stationner en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara le leur a promis. À ce propos, on fait un clin d'œil aux autorités burkinabées qui ont pris la décision de chasser les 700 soldats stationnés à Cambouin-Saint. La France ne veut pas perdre le Faso et dans les coulisses a confié une mission à Alassane Ouattara de créer le trouble jusqu'à ce que les autorités burkinabées changent d'avis et les rappellent à la rescousse. N'est-ce pas ainsi que la France a toujours fait? N'est-ce pas par la Côte d'Ivoire qu'est venue la mort de Thomas Sankara? Le capitaine Ibrahim Traoré doit être sur ses gardes. Ce qui se prépare n'est pas loin du scénario des mercenaires ivoiriens au Mali. Afrique de l'Ouest, visite de Ouattara en France, grand défenseur de la France-Afrique. En tout cas, nous nous interrogeons encore ce matin. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thompson et Ham. Il est jeune panafricaniste. Ils sont d'ailleurs très nombreux comme ça sur le continent noir. Vous également, vous êtes invités. Voilà pourquoi nous déroulons également le tapis rouge. En tout cas, sur le plateau de... On le dit, Panafricaniste TV et surtout de Parole aux panafricanistes. Thompson et Ham, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Jocelyn Ngos, petit-fils de Ngos, fils de Ngos, et Ngos lui-même. Oui. Voilà. Ravi d'être parmi vous et je salue par la suite nos milliards de téléspectateurs qui sont toujours scotchés sur Panafricaniste TV. Je vais continuer dans ce que j'ai commencé, oui, qui rentre toujours dans le sens de l'éveil des consciences des peuples africains, où l'Occident va nous faire croire que faire des cultures industrielles telles que le cacao, le café, va sortir de l'Afrique de la misère. Que non, c'est plutôt maintenir l'Afrique dans la dépendance et l'esclavage des temps modernes. Ce que je dis aux Africains, c'est de penser d'abord à eux-mêmes. Ça veut dire nourrir l'Afrique,
faire des cultures, des travaux qui vont d'abord sortir l'Afrique de la misère et de la famine, de la dépendance. Vous voyez, aujourd'hui, on a des problèmes de blé parce que le blé en Afrique doit venir peut-être de l'extérieur. Pourtant, on a des terres riches, on a des terres tellement fertiles qu'on peut cultiver et booster, n'est-ce pas, les bassins de production pour que l'Afrique s'auto-nourrissent sans problème. Vous savez très bien que si un pays est affamé, économiquement, ne peut pas évoluer. Et disons-le, je demande aux Africains vivement de faire des cultures qui vont d'abord nourrir l'Afrique avant de penser aux autres. Parce qu'aujourd'hui, si les fonctionnaires occidentaux, enfin je veux dire les chômeurs occidentaux sont payés, c'est grâce au café, le cacao africain. Parce que celui qui est le planteur souffre. Il est un esclave pour la chaîne, pour celui qui est au sommet de la chaîne. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et je dis déjà, quand on parle, la dernière fois on a parlé du Rwanda, mais on a oublié que le Rwanda a 60% de produits exportés sur le cacao, le café. 60%. Vous ne pouvez pas développer un pays avec. C'est pas vous qui décidez du prix. C'est le bourreau, c'est l'Occident. C'est eux qui vous instrumentalisent. Ils vous disent, par exemple ici au Cameroun, pour prendre le cas, ils ont demandé à nos chefs d'État d'insister et de demander aux chefs, je vais dire aux populations, de travailler le cacao et le café pour qu'ils nous aident à payer les fonctionnaires. Vous comprenez que c'est pas quelque chose qui vient de nous, c'est bien pensé, c'est pour faire développer, n'est-ce pas, une autre communauté qui n'est pas celle de l'Afrique. Donc je dis aux Africains, prenons conscience et faisons des choses qui vont faire avancer l'Afrique et non de rester toujours esclaves permanemment. Merci Steve de m'avoir invité ce matin et merci aux promoteurs de cette chaîne. Et je salue, je fais un clin d'œil aux techniciens qu'on ne peut pas voir ici, mais qui font un travail formidable pour qu'on soit entendu partout dans le monde. Très heureux de vous avoir, Thompson, et encore ce matin. Eh bien, vous avez suivi justement la visite d'Alassane Dramane Ouattara du côté de la France. Je commencerai justement par poser cette question. Alassane Dramane Ouattara est-il le grand défenseur de la France-Afrique sur le continent noir? Alassane Dramane Ouattara, défenseur. France-Afrique. Ça fait rire. Alassane Dramane Ouattara, c'est un personnage que tout le monde connaît. Et tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de... Enfin, quand vous étiez en train de mettre, n'est-ce pas, dans ton introduction, la place qu'occupe, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire dans la sous-région, on a tous compris le rôle que Alassane Dramane Ouattara joue. Déjà, la Côte d'Ivoire a toujours utilisé comme base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso. Nous comprenons aujourd'hui qu'avec la montée en puissance du panafricanisme au Burkina Faso, la France est en train de perdre la face. La France a compris qu'elle a déjà perdu le Burkina Faso et puis maintenant, il faut faire certains recours. N'oublions pas que l'histoire ne ment pas. L'histoire nous dit toujours des choses claires. Je pense à Thomas Sankara qui a révolutionné le panafricanisme un tant soit peu du côté du pays des hommes intègres, mais qui a été assassiné froidement par son frère et ami Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui n'avait pas au départ des mauvaises intentions, disons-le, mais qui a été obligé d'épouser une femme, n'est-ce pas, une femme, je vais dire, franco-ivoirienne. C'est-à-dire, elle avait des sources, je vais dire, des origines françaises et des origines ivoiriennes. Et là, on a imposé cette femme à Blaise Compaoré et on a utilisé cette femme pour convaincre Blaise Compaoré à tuer son meilleur ami en lui disant que, mais attends, toi, tu es française. Tu ne dois pas jouer les rôles de seconde épouse ou soit des seconde femme dans une nation. Il faut que tu sois la première dame. Et pour cela, voilà ce qu'il faut faire. Il faut assassiner. Alors, on a monté cette femme, on dit c'est une héritière, Terrasson de la Fougère, je vais dire son nom de naissance, mais qu'on a connu tous du nom de Chantal Compaoré, mais qui était là justement pour
orchestré l'assassinat de Thomas Sankara. Vous voyez le rôle de la France. Le rôle de la France, c'est la conspiration permanente. La France aujourd'hui est en train de nous montrer que Ouattara déjà, on disait, et on l'a toujours dit, n'est pas ivoirien d'origine. Ouattara est de la Haute-Volta. Vous comprenez très bien l'enjeu? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien le terrain. C'est quelqu'un qui connaît très bien le terrain parce qu'il a été formé pour ça. Ouattara, c'est un mercenaire de la Haute-Volta qui a été formé pour venir s'imposer à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, étant donné comme un maillon fort de l'Afrique de l'Ouest, il fallait un homme, après Houphouët-Boigny, qui devait venir continuer, n'est-ce pas, de pérenniser les intérêts de la France. Vous comprenez très bien. Et jouer ce rôle trouble dans la sous-région pour pouvoir contrôler toute la zone. Alors, voilà comment Ouattara arrive comme Premier ministre de 90 en 2003, en 1993, de 1990 à 1993. Il est comme Premier ministre, mais après il ne l'est plus. Il rentre dans le maquis, il devient chef rebelle. Chef rebelle parce qu'il faut qu'il soit président à tout prix, qu'il prenne les choses telles que ses parents l'ont promis, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, contrôler totalement l'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a massacré froidement les Ivoiriens. Il a massacré, ça il faut le dire. Il faut le dire. Les présidents, je dis le président qui a massacré après, parce que disons-le, il n'a pas trop massacré par rapport à Kagame de l'autre côté, qui est aujourd'hui vu comme un héros, soit comme quelqu'un de très bien pour l'Afrique. Tu vois, après Kagame, c'est Ouattara qui a massacré et il a marché sur les cadavres pour arriver là où il est. Steve, il faut comprendre que quand la France veut arriver, veut faire quelque chose, elle fait tout pour y parvenir. Donc finalement, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est utilisé. Alassane Dramane Ouattara, c'est pas aujourd'hui qu'il est utilisé. Alassane Dramane Ouattara est programmé, donc ça veut dire c'est un programme de la pérennisation de l'impérialisme occidental en Afrique. Il est là pour perpétrer, n'est-ce pas, l'hégémonie occidentale en Afrique. C'est pour ça qu'il est là. Il a été programmé pour ça. Et là, il ne blague pas. Attends, quand vous dites tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit que Sarkozy est son conseiller. Mais c'est pas un hasard. Sarkozy, vous le savez bien, dans son discours, il faut quand même préciser, Machiavel. je pense que les téléspectateurs ont dû suivre d'ailleurs le discours d'Alassane Dramane Ouattara. Il a tenu à remercier personnellement Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est le Machiavel de l'Afrique. C'est lui qui a tué Kadhafi. Vous voyez très bien, c'est lui qui a enlevé Gbagbo en plein jour. Il a armé des rebelles, il a armé les rebelles ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est la majorité de l'armée ivoirienne, c'est des rebelles. C'est des rebelles. Ça, il faut le dire. Et Sarkozy, on le connaît très bien. C'est lui le conseiller de Ouattara. Ouattara est allé rencontrer son maître pour des questions tactiques sur le terrain. Comment faire pour éliminer Ibrahim Traoré? C'est de ça qu'il s'agit. Comment faire pour éliminer Traoré? Dans un peu, Alassane Dramane Ouattara est allé en France, c'est pour prendre des instructions pour venir déstabiliser le Burkina Faso. C'est pour prendre des instructions et venir déstabiliser le Burkina Faso. Et pour cela, nous les panafricanistes, on dit à qui veut l'entendre que nous ne sommes pas là pour garder le silence et laisser faire. Parce que la loi de l'omerta ne fait pas partie du panafricanisme. Ceux qui vont se tenir tranquilles ou à l'écart, sans rien dire, seront traités comme des complices. Parce que moi, je parle ici de la complicité du silence. Vous voyez, Steve, quand je vais rentrer un peu dans les bas-fonds de la civilisation africaine, vous allez comprendre que l'Afrique a totalement perdu la face. L'Afrique a totalement perdu la face parce que l'Afrique avant était, n'est-ce pas, un continent de personnes intègres, des personnes qui tiennent à leur parole.
Mais aujourd'hui, l'Occident est venu nous transformer, n'est-ce pas, à des personnes qui ne tiennent même plus à leur parole. Parce que l'Afrique avant, là même aujourd'hui, la parole, c'est ça qui fait l'Africain. Quand tu dis quelque chose et tu fais le contraire, tu es frappé par la nature. Et c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Quand tu restes tranquille, tu laisses faire sans rien dire parce que ce n'est pas toi, tu es complice et tu es coupable. C'est ça l'Afrique. C'est ça la vérité de l'Afrique. Mais vous voyez, avec les cultures des autres, l'Occident est venu complètement, je vais dire, traumatiser l'Afrique et nous donner, n'est-ce pas, une culture qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Le mensonge est devenu monnaie courante et la loi de l'omerta est devenue, n'est-ce pas, je vais dire, les dada aujourd'hui, parce qu'ils laissent faire tout. Donc, pour vous, les autres chefs d'État africains devraient réagir à... Ils doivent agir, aider le Burkina Faso à sortir de là. Parce qu'on connaît que la Côte d'Ivoire est utilisée comme base arrière pour se préparer et aller toujours déstabiliser, tuer, piller le Burkina Faso. Nous, on dit non et on interpelle les chefs d'État africains d'ouvrir grand les yeux et de dire quelque chose allant dans le sens d'aider le Burkina Faso. Steve, regardez vous-même la façon dont les chefs d'État sont, sont aujourd'hui arrivés au pouvoir dans les deux pays, principalement au Mali et au Burkina Faso. Est-ce que c'est des chefs d'État qui ont été programmés? Je dis non. C'est des chefs d'État qui ont pensé à la souveraineté véritable de l'Afrique. Et ils se sont dit, prenons les choses, parce que personne ne viendra faire les choses à notre place. Personne ne peut gérer ton problème mieux que toi-même. Ibrahim Traoré a pensé à Thomas Sankara. Comment Thomas Sankara a perdu sa vie parce qu'il voulait la souveraineté véritable du Burkina Faso. Et il a dit, je marche sur ses pas. C'est ça le message d'Ibrahim Traoré aujourd'hui. Il préfère vivre comme héros pendant une journée que de vivre comme un lâche à Alassane Dramane Ouattara pendant un millénaire. Vivre une journée et mourir en héros que de vivre pendant un millénaire en restant, je dis, la serpillière de l'Élysée et un lâche. Mais attendons, Ouattara n'est pas un homme d'honneur. Il a perdu son honneur et il est, je ne sais même plus quoi qualifier ce personnage de Dramane. On l'appelle le Dramane. Quand on parle de Dramane, vous comprenez, c'est le drame en fait. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est le drame. Et il n'aime pas quand on utilise ce langage, je veux dire quand on l'appelle par son nom. Pourtant, c'est ça son véritable nom. Moi, j'interpelle les chefs d'État africains de mettre, n'est-ce pas, de poser chacun sa pierre à l'édifice. Est-ce qu'ils sont libres, ces chefs d'État, Thompson et Rand? Pour que l'Afrique sorte de là. Vous dites Est-ce que ces chefs d'État sont eux aussi libres? La majeure partie sont arrivés également au pouvoir, comme Alassane Dramane Ouattara, certains d'entre eux d'ailleurs. Steve, je vous ai lu la dernière fois les propos de Gaulle au Congo-Brazza, où il a parlé de l'évolution des peuples africains, le conditionnement. Pour que tu évolues, il faut que tu sois dans la colonie française. Ça veut dire qu'il faut que tu sois colonisé par la France et que la France te tienne par la main pour que tu puisses évoluer. Ça veut dire quoi? L'homme africain qui s'est retrouvé aujourd'hui investi par la France pour n'est-ce pas, travailler pour la France, a compris par la suite la voix du panafricanisme qui l'interpelle et qui lui dit sans cesse, chaque jour on leur dit, nous le peuple, nous serons votre bouclier parce que la France ne peut pas vous protéger. La France va tout simplement vous retourner contre votre peuple, asservir votre peuple, esclavagiser votre peuple, piller l'Afrique, torturer l'Afrique, violer les fils et filles africains. Ceci va vous classer dans la poubelle de l'histoire. C'est ce qui est dit. Ces chefs d'État qui sont arrivés comme ils ont voulu arriver là, aujourd'hui sont au courant des enjeux panafricanistes. Ils savent qu'aujourd'hui,
Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont plutôt à gagner en travaillant maintenant selon les aspirations des peuples et oublier le bourreau. Je vais vous faire une illustration de mon pays. Le père Paul Biya, qui est le président de la République camerounaise, autant pour moi, a été investi par la France. Il y avait François Mitterrand à l'époque comme président de la République, Jacques Chirac comme premier ministre. C'était eux qui faisaient le jeu. Vous comprenez très bien? Mais après, il a compris que je n'ai rien à faire avec ces gens. Mon peuple avant tout. Et il s'est mis à travailler bec et ongle pour se défaire du colon. Mais certains pères africains ont mis les bâtons dans les roues pour que ceci ne doit pas être implémenté. Mais il a continué peu à peu à sortir de là et construire, n'est-ce pas, une véritable souveraineté des peuples africains. Nous n'en sommes pas encore là, véritablement, mais nous sommes en voie. Parce qu'on voit ce qui est en train de se passer au Cameroun. La France a perdu totalement le contrôle du Cameroun depuis la nuit des temps. On le sait, il y a les chiffres qui prouvent aujourd'hui. Donc, pour dire en fait que tu peux être investi par le colon parce que tu es peut-être assoiffé de pouvoir, mais quand tu arrives là et qu'il y a des voix qui te parlent, qui t'interpellent et qui te disent que si tu es là, le contrat social que tu as signé, c'est avec ton peuple. Ce n'est pas avec l'hégémonie occidentale ou soit avec qui que ce soit. C'est à ton peuple que tu dois rendre compte. Ça veut dire tout ce que tu vas faire doit rentrer dans le sens du développement de ton pays et sortir ton peuple de la misère que l'impérialisme occidental nous a laissé là. Donc, pour dire en fait que ceux dont vous êtes en train de dire là qu'ils ont été placés là, savent désormais que ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire. Parce que nous, on est là pour continuer à la sensibilisation. Parce que ce que je dis là, c'est sensibiliser les chefs d'État africains et leur dire que Ibrahim Traoré ne doit pas se sentir seul. Il faut qu'il se sente protégé par vous, ses pairs. Pourtant, quand on parle quand même du Burkina Faso, on se rappelle d'un discours de Thomas Sankara à la tribune de l'Union africaine. Il était justement seul, il s'est retrouvé seul. Pendant ce temps, dans la salle, ils étaient très nombreux, les chefs d'État africains. Finalement, il en est mort. Oui, mais c'est pas la première fois. Ils sont nombreux également qui sont tués lorsqu'on a déporté Laurent Gbagbo, quand on a tué Kadhafi. C'est pour ça que le panafricanisme est en train de monter d'un cran pour rompre la loi du silence. Thomas Sankara meurt, vous-même vous l'avez dit, il y avait Houphouët-Boigny qui était un fonctionnaire français. Donc pour lui, la France avant la Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, il y avait Léopold Sédar Senghor. Vous comprenez, c'était des conspirateurs, des gens qui ont laissé faire, qui se sont laissés manipuler. Ils étaient tellement naïfs. Mais aujourd'hui, on s'est abreuvé, n'est-ce pas, de l'histoire du passé. Et nous ne pouvons plus tomber dans les mêmes travers. Vous comprenez, Steve? C'est pour ça que nous appelons, n'est-ce pas, à la volonté de tous les Africains. Qu'ils soient patriotes, qu'ils aiment leur nation et qu'ils sachent que l'Afrique doit se libérer. L'Afrique doit se sentir aujourd'hui le pays, je vais dire le continent qui a donné au monde entier ce qu'il recherchait, mais aujourd'hui qui doit se reprendre en charge parce qu'elle commence à penser à elle. Thomson Héran, pour sortir justement de cet entretien avec vous, il faut également dire qu'Alassane Dramane Ouattara a promis avec insistance d'ailleurs que les soldats français continueront à stationner en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de ça? C'est la base arrière. Si le Mali a demandé aux bases militaires françaises de dégager, et c'est ce que le Burkina Faso est en train de faire, mais vous pensez que
Ouattara va faire comment? Lui qui est la serpillière de l'Élysée, lui qui est le bras agissant de la France dans la sous-région. Mais il ne peut que les stationner là-bas et essayer de contrôler les frontières pour attaquer à tout moment. Mais c'est là où nous, on appelle une fois de plus à la vigilance des forces de défense du Burkina Faso et du Mali, d'ouvrir grand les yeux et de se doter des drones de dernière génération pour contrôler, n'est-ce pas, leur espace aérien. Parce que Ouattara et la France ne laisseront jamais ces pays tranquilles. Ça, il faut le dire. Ouattara ne va jamais laisser, parce que pour lui, il faut qu'il arrive jusqu'au bout pour montrer à ses maîtres qu'il sera toujours là pour les servir. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec Ouattara qui se dit et qui se dédie en même temps. Je ne serai plus président, je ne vais plus me représenter, il y aura une nouvelle génération qui va venir. Mais après, il comprend que mais ceux-là ne vont pas faire le travail. Quelque part, c'est lui qui les a fabriqués et il comprend qu'ils ne sont pas des légionnaires français ou soit des instruments de l'impérialisme dans l'âme. Il les élimine par empoisonnement ou pas. C'est un meurtrier, c'est un chef rebelle. Il sait que lui seul peut bien mener ce combat jusqu'au bout. C'est pour ça que ses pairs occidentaux lui font confiance et on sait que lui, il a été programmé, il a un programme pour n'est-ce pas, continuer de maintenir l'Afrique dans l'esclavage des temps modernes. C'est pour ça qu'il ne voudrait pas que quelqu'un d'autre vienne à sa place, parce qu'il sait que le travail de fond ne sera pas fait. Donc je dis vigilance, vigilance aux peuples africains, notamment au peuple burkinabé, au peuple malien. Et j'en appelle une fois de plus à l'aide de nos chefs d'États africains, d'aider le Burkina Faso vraiment à continuer ce combat qu'il a dit lui-même, qu'ils savent qu'ils ont commencé le combat et que ce combat sera âpre. Mais ils ne sont pas prêts à arrêter parce qu'ils savent, au fond, ce qu'il y a comme enjeu. La libération véritable et la souveraineté véritable de l'État du Burkina Faso, qui est le pays des hommes intègres. Merci à vous, Thomson, et Anne, d'avoir été des nôtres. Merci, Ngos, de m'avoir invité. Et c'est un plaisir pour moi de parler au peuple africain, et surtout quand je sais que le panafricanisme est l'arme fatale pour démolir, n'est-ce pas, l'Occident. Merci à vous. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. N'oubliez surtout pas, le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.